un truc que j'observe parfois dans mes pairs, c'est ce côté, je me juge moi-même de mes douleurs parce que mine de rien, ça va, tout va bien dans ma vie. Ouais. Qui suis-je pour souffrir sur telle ou telle chose? Et je pense que ça fait partie de ton message de dire en fait, t'es dans une posture privilégiée, certes, mais t'as aussi le droit de mal vivre, par exemple l'éco-anxiété dont tu parlais. Oui. Et l'idée, c'est pas de se juger de je devrais pas souffrir parce qu'en soi tout va bien, mais de transformer ça. Exactement, transformer ça, puis dans le fond, on va souvent vivre ce qu'on appelle la culpabilité au fond, puis on confond souvent anxiété puis culpabilité. Puis, je veux dire, la culpabilité, c'est un peu un guide. C'est là pour nous dire, bon, là, présentement, tu te sens coupable. Ben, il y a deux formes de culpabilité. Là. Il y a la culpabilité intrinsèque qui est vraiment de dire, genre, je me sens coupable parce que je suis pas cohérent avec mes valeurs, dans le fond. Puis il y a la culpabilité extrinsèque, c'est-à-dire je me sens coupable parce que je pense que l'autre, tu comprends ce que je veux dire? Oui, émet des jugements et tout, et pas d'accord ou, tu sais, dans le fond, même s'il me dit qu'il est d'accord, mais dans le fond, je pense qu'il est... Tu sais, dans le fond, tu comprends, c'est une espèce de... Je me juge à partir de ce que je pense que l'autre pense. Ouais, du jugement potentiel de l'autre sur moi. Exactement. Donc là, tu sais, sur cette culpabilité-là, tu sais, c'est une forme de culpabilité qui est moins aidante, mais la culpabilité qui est vraiment basée sur, est-ce que je me sens coupable parce que dans le fond, je me sens pas cohérent avec mes valeurs? Ben, c'est super, tu sais, c'est important d'avoir ça parce que ça nous permet de nous guider, tu sais. Oh, ok, je me sens coupable, ok, quelle valeur je respecte pas, tu sais, dans le fond. Oh, ok, c'est mettons ma valeur de contribuer, tu sais, justement. Bon, ben, Colin, je vais y aller, je vais contribuer. Tu sais, est-ce que tu vois un peu l'idée? Ouais, carrément. Bah, ce que j'entends, c'est que un truc où on se dit c'est inconfortable, en fait, c'est au service de nous réaligner avec ce qui est important pour nous. Exact. Et c'est peut-être le signal de se dire intéresse-toi peut-être un peu à ce qui est important dans ta vie et pour agir en cohérence. Exact, ouais, tout à fait. Et je sais que ça, c'est intéressant qu'on arrive là-dessus puisque ça fait partie de la forme de thérapie ou de psychothérapie que tu as apprise et que tu utilises du coup aujourd'hui, qui s'appelle ACT, c'est ça? Oui, thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est vraiment la thérapie. Psychothérapie, je précise parce qu'au Québec, c'est vraiment un titre qui est réservé aux psychothérapeutes, aux psychologues, donc je ne fais pas de psychothérapie. Oui, okay. C'est important. Posons le cadre. Mais oui, thérapie d'acceptation d'engagement, justement, c'est... Mon approche est très... en fait, elle est très axée là-dessus, dans le sens où l'idée, c'est accueillir ce qui est vécu. Et une manière de le faire, c'est de s'engager. Donc, être à l'écoute de ce qui est vécu, dire, bon, OK, en quoi je suis pas cohérent avec moi-même ou avec les autres ou avec le monde dans lequel je vis, puis comment est-ce que je peux trouver de la cohérence? Par quelles actions, en fait, je peux trouver de la cohérence? Parce que s'il y a une chose sur laquelle on a du pouvoir dans la vie, c'est nos actions. Donc, nos émotions, c'est... on a l'impression, on peut les influencer, nos émotions, mais on n'a pas de contrôle sur nos émotions. Nos pensées, on peut les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Tandis que nos actions, à moins d'avoir des limitations, puis encore, on a des actions qu'on peut faire même si on est limité. Mais ça, on a 100% de contrôle. Là, ouais. Et c'est cool que tu parles de ce truc de on n'a pas de contrôle sur nos ressentis intérieurs, parce que je sais que dans cette approche, je suis allé me renseigner un petit peu du coup pour aller creuser dans la méthodologie. Et je vois qu'il y a... beaucoup cette approche un peu mindfulness, qui est un gros mot qui veut dire plein de choses, mais en tout cas de tourner son regard vers l'intérieur de qu'est-ce que je suis en train de vivre dans cette démarche d'acceptation dont tu parlais. Quoi. On est vraiment dans l'observation, là, genre, OK, Justin est en train de se dire que il est nerveux parce que c'est la première fois qu'il fait un podcast filmé. Mettons, c'est une pensée que je pourrais avoir. Bon, ben, le fait de le nommer à la troisième personne, ça me permet de faire un pas de recul, puis de me dire, OK, j'ai cette pensée-là. Mais dans le fond, c'est une pensée. C'est pas le réel. Ouais, je sais pas si je suis vraiment nerveux, c'est une pensée que j'ai sur... Exactement. Ou j'éprouve de la nervosité, mais c'est parce que j'ai bu 2 cafés ce matin. Peut-être. Donc, c'est de faire juste un pas de recul, puis de se dire, OK, je ressens une boule d'émotion au niveau du torse. Puis quand je respire, je sens qu'elle prend de l'expansion ou qu'elle diminue. Donc, c'est vraiment de poser un regard observateur, qu'on dit. C'est de s'observer sans... Puis s'il y a du jugement, on observe le jugement. Là, mettons que le jugement, il dit là, non, faut pas éprouver d'anxiété, c'est mal l'anxiété. Ben, mon moi observateur, on va dire, il va dire OK, je suis en train de me juger. Justin Sirois est en train de poser un jugement sur l'émotion qu'il vit, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et du coup, dans la démarche
ce que j'ai l'impression de percevoir dans cette démarche ACT, c'est utiliser cette observation pour transformer les émotions qu'on vit en des leviers d'action pour agir exact. En cohérence avec nos C'est valeurs. plus facile d'identifier ses limites, ses besoins, hein, qui nos valeurs, qui guident nos vies, en fait. Là, fait que c'est nos besoins, nos limites, nos valeurs, c'est vraiment comme... C'est là-dessus qu'on s'enligne pour agir, là, justement. Là, donc c'est pour sortir un peu du tourbillon de « voilà ce que je vis ». Et en prenant du recul, la démarche, ça m'aide à identifier ce qui est important pour moi, c'est ça un peu l'idée? Exact, oui, exactement. Bon, par exemple, on prenait l'exemple de la culpabilité, qui, je trouve, ou même, l'anxiété, la racine de l'anxiété, c'est la peur. Donc, la peur, quand on a peur, c'est qu'il y a un danger, dans le fond. Bon, mais un danger pourquoi? Ah, OK, puis mettons, il y a un danger, par exemple, pour le lieu où j'habite. Le lieu où j'habite, il est important pour moi, puis là, on parle de le détruire pour... créer un aéroport. Pour créer un port, oui, c'est ça, exactement. Fait que là, ça me fait vivre de l'éco-anxiété, ou ça peut même me faire vivre de la solastalgie. Dans le fond, je suis nostalgique d'un présent qui ne sera plus parce qu'il va être détruit. Bon, mais OK, ça parle de ce qui est important pour moi, finalement, ces émotions-là. Qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, pour protéger ce qui est important pour moi? Donc là, la peur m'a indiqué qu'est-ce qui était en danger, puis qu'est-ce que je peux faire pour surmonter le danger. Donc, ça peut être, par exemple, les classiques, faire une pétition, aller faire une marche, mais ça peut être aussi aller faire du lobbying auprès ou des fois des occupations. Évidemment, ça prend différents niveaux là, dans ce que tu peux faire pour empêcher qu'un port prenne de l'expansion. D'ailleurs, à Québec, il était censé avoir un élargissement du port et ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu une bonne mobilisation à Québec. Là. Okay, il y a peut-être d'autres facteurs, mais... mais ça joue, quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, ce côté, parce que je pense on peut souvent se perdre dans le tourbillon émotionnel. Et de le voir sous un angle c'est des indicateurs qui te permettent de te rapprocher, de prendre conscience de ce qui est important pour toi, pour ensuite agir en cohérence avec ça. Ça en fait des alliés, quoi, alors que souvent, les émotions négatives, si on peut les étiqueter en tant que telles, même si moi, dans ma perception, j'essaye de déconstruire ce truc, qu'il y a des émotions positives et négatives, c'est juste un panel large. Mais celles qu'on étiquette souvent négatives, on peut se dire « Ah, j'aimerais ne plus jamais les vivre ». Alors qu'en fait, c'est des indicateurs de dingue. Exact. Mais en fait, moi, j'emploie le terme émotion agréable puis émotion désagréable. Parce qu'en fait, toutes les émotions sont utiles, comme tu dis. Puis, quand on vit des émotions agréables, c'est que ça va bien. Sauf que c'est pas long que l'humain, dans son besoin de sens, recherche les problèmes, parce que ça fait aussi partie du trip d'exister, c'est de surmonter les difficultés, tu sais. Fait que, effectivement, les émotions désagréables se pointent, là, la peur, la colère, l'impuissance, la tristesse, la déprime, puis...